Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau numéro de Kiosque. Kiosque, votre émission culturelle sur Saint-Quentin en Yvelines et ses environs. Tout de suite le sommaire de ce mercredi 2 décembre. Nous recevons en plateau le groupe Inimontin Red Bowling Ball. Ils étaient finalistes de la deuxième édition de The Choice. Ils seront la première partie du groupe Révélation 2015 à la salle Jacques Brel de Montigny-le-Bretonneux ce samedi 5 décembre à 20h30. Saisissez votre pensée en photomaton jusqu'au 12 décembre. 8 photomatons répartis sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines vous permet de réaliser l'expression de votre pensée en une photographie texturée, une œuvre du philosophe et artiste multimédia Philippe Boinard. Le groupe Oracle, originaire des Yvelines, nous rejoindra en plateau pour nous parler de l'évolution de leur musique jusqu'à un métal alternatif. Ils seront sur la scène de la batterie de Guyancourt également ce samedi 5 décembre à 20h30. Alors vous l'avez compris, on va principalement parler musique ce soir et spectacle. Donc on accueille tout de suite nos premiers invités, le groupe Inimontin Red Bowling Ball. Alors Pierre-Yves Joncourt, guitariste du groupe, bonsoir. Raphaël Samartino, deuxième guitariste. Jonathan Duo, qui est le chanteur du groupe, Maxime Ancien à sa gauche, qui est le bassiste, et enfin Jean-Baptiste Brett, le batteur du groupe. Alors bonsoir à tous les quatre. Tout de suite, je propose qu'on écoute un extrait de votre musique. Alors ça fait 1 an que le groupe Red Bowling Ball a démarré, s'est formé. On va revenir sur votre rencontre artistique. Pierre-Yves, peut-être, racontez-nous. La rencontre, c'était très simple. On joue en groupe avec Raphaël depuis pas mal de temps. Et j'étais avec JB, Jean-Baptiste, en cours. Et puis du coup, on a décidé de partir à 3, en groupe de rock, un trio, auquel est venu se rajouter John très très rapidement, sous 2 semaines. Et Maxime, il y a très peu de temps, son frère travaillait dans une salle dans laquelle on a fait un tremplin en tant que régisseur. Il les a installés, il disait elle est où votre basse, où est-ce que je branche votre basse? Et du coup il a dit bon, je vous écoute, et puis je connais quelqu'un, et à la fin du groupe John va voir mon frère, il dit alors ça t'a plu et tout, et le lendemain je les appelais, et puis de toute façon on s'est dit c'est le moyen de voir si ça va rouler, c'est de jouer, de se rencontrer, essayer, et puis donc c'est vraiment la rencontre de 5 passionnés de musique. Oui. Voilà. Raphaël, pourquoi Red Bowling Ball? Alors, on nous pose souvent cette question. Eh bien oui, c'est étonnant. C'est une référence à Jack White, donc avec The White Stripes, qui a fait une chanson qui s'appelait Red Bowling Ball Roof. Et donc, on s'est dit que ça pouvait être sympa, c'est un peu décalé, c'est un peu passe-partout. Les gens le retiennent, ils se disent mais pourquoi? Et puis voilà. Donc, Et c'est vraiment un style dans lequel vous retrouvez, Jean-Baptiste? En fait, on est assez éclectique. Pilou, Pierre-Yves, est plus dans sa façon de jouer, plus dans le punk. Alors Pilou, c'est Pierre-Yves. Pierre-Yves, c'est ça. Bien. Raph est plus dans le blues. John est plus dans le métal. Et moi aussi, j'écoute beaucoup de métal, mais à la base, j'ai fait plus de jazz. Et donc, en fait, la réunion de tout ça fait Red Bowling Ball. Et c'est vraiment une musique éclectique. Vous verrez samedi, c'est pas mal. Alors ça reste éclectique, mais est-ce qu'il y a quand même une tendance dominante? Est-ce que ça se rapproche du hard rock, du blues rock? C'est difficile comme question. On n'arrive même pas nous-mêmes à définir notre propre style. Donc c'est plutôt du hard rock blues, on va dire. D'accord. C'est une ouverture en fait. On a tous plein d'influences, on aime vraiment plein de genres de musique, donc du coup on arrive à mélanger tout ça et faire quelque chose où tout le monde trouve un terrain où s'exprimer. À la base, ça fait un peu peur, et au final, on se rend compte que ça rend bien, quoi. Mais justement, Jonathan, est-ce que vous avez quand même des maîtres musicaux ou vraiment pas spécialement? Bon, après, des inspirations pour notre groupe dans l'ensemble, je pense pas, parce qu'en fait, ce qu'on fait, c'est pas, on n'essaie pas de tendre plus vers un groupe ou un autre, ou quelque chose qui peut nous plaire, vu qu'on a vraiment des goûts différents qui se rejoignent à travers ce qu'on fait, quoi. Donc au final, on n'a pas... Bon, après, c'est mon avis personnel, mais pas je vraiment pense pas de référence. Ouais. Alors, on va revenir, si vous le voulez bien, en fait, sur votre parcours, parce que vous êtes les grands vainqueurs de la deuxième édition du Tremplin Rock de Montigny, The Choice, l'année dernière. Est-ce que, Maxime, ça vous a vraiment servi de tremplin?
The Choice, je l'ai pas fait avec eux. Donc, Vous n'étiez pas de la partie. je suis pas la bonne personne. Alors Jonathan, je suis arrivé peut-être. juste à partir d'avril. Ouais, ça nous a permis de nous conforter, parce qu'il faut savoir qu'on avait fait le premier The Choice aussi, et on avait fini deuxième. Et donc on est revenu de plus belle, sachant que le premier The Choice c'était 2 semaines après que le groupe se soit formé, donc ça a été très rapide. Donc on s'en était bien sorti en finissant deuxième, et là en fait on est revenu, et effectivement ça a été entre guillemets un tremplin, ouais, ça nous a permis vraiment de se rendre compte que ce qu'on a fait nous plaisait. On s'est trouvé un peu dans notre truc, quoi, et puis ça nous a pas mal aidé, ouais. À faire la première fanbase, etc., se faire connaître un peu plus, et puis... Alors se faire connaître un peu plus, c'est également se voir offrir la première partie samedi soir à la salle Jacques Brel de Montigny du groupe Hyphen. Pierre-Yves, qu'est-ce que ça fait d'être la première partie d'un groupe qui est considéré comme l'une des révélations musicales 2015 ? Eh ben, c'est top. C'est top. Avec Raphaël, on les avait vus à Rock en scène, et je me souviens qu'on s'est dit c'est pas mal, ça bouge bien sur scène, ça envoie, et puis aujourd'hui on apprend qu'on fait la première partie de ce groupe-là, donc alors je propose justement qu'on les voit sur scène, Hyphen. Raphaël, comment est-ce que vous appréhendez cette rencontre artistique avec Hyphen ? Personnellement, je ne l'appréhende pas du tout. J'ai même hâte de les rencontrer pour échanger, mais aucune pression particulière. C'est juste des musiciens comme nous, quoi. Jean-Baptiste, ça va être stimulant ? Ça peut être intéressant, on va dire, surtout de partager un univers qui n'est pas le nôtre. Donc effectivement, on est assez différents d'eux. On n'est pas vraiment sur la même longueur d'onde, mais ça va être intéressant de voir ce qu'ils peuvent nous apporter. Ouais. Alors avant de nous quitter, je vous propose de découvrir un spectacle étonnant de dessin sur sable avec sa table lumineuse, rediffusée simultanément sur grand écran. Lorraine Biorel nous emmène pour un moment unique. Ce sera samedi à 15h à l'espace Albert Camus de Maurepas. On en regarde un extrait. Un très joli spectacle en perspective auquel vous assisterez peut-être Pierre-Yves, Raphaël, Jonathan, Jean-Baptiste et Maxime. Merci d'être venus sur notre plateau aujourd'hui. Et je rappelle que l'on pourra vous retrouver sur la scène de la salle Jacques Brel samedi soir 20h30 en première partie du groupe Hyphen. Sans transition, parlons poésie. Avec notre prochain sujet, je vous emmène découvrir l'œuvre de Philippe Boinard, le photomaton. Vous aurez sans doute remarqué le jeu de mots sur l'orthographe, une machine pour faire vivre l'écriture et traverser les fractures sociales. Et si votre pensée avait un visage ? À l'initiative des itinéraires poétiques, des photomatons ont été conçus par le poète et artiste multimédia Philippe Boinard. Son œuvre fonctionne de manière interactive avec le public. Tapez votre pensée, prenez la pause et réalisez votre photographie texturée. La question de l'écriture telle qu'elle s'est posée, en fin de compte, c'était de pouvoir avoir un texte vivant. Et donc la question du code est venue d'une question effectivement d'écriture, de vie de l'écriture, pour pouvoir avoir des déplacements, des interactions avec le lecteur, et peu à peu des participations. Ce qui m'intéressait plus, c'est pour ça qu'en fin de compte j'ai arrêté d'écrire. La question de faire écrire les gens m'intéressait plus que la question d'écrire moi-même. La question du visage, pour moi, est très importante. Voilà, qu'est-ce qui se passe dans un visage, le rapport à l'autre, les problèmes de discrimination. 8 photomatons sont à votre disposition jusqu'au 12 décembre sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines. 8 lieux différents et très hétérogènes ont été choisis, du collège Pergaud à Maurepas au siège de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, en passant par différentes médiathèques. Quand on voit la carte
et son territoire. En fin de compte, la répartition des flux au niveau sociologique est vraiment absurde. Il y a des gens qui peuvent habiter à moins d'1 kilomètre qui ne se verront jamais. Pourquoi ? Parce que l'ensemble des catégories qui les déterminent font qu'ils projettent une négativité sur les gens de l'autre quartier et inversement. Et donc ces gens-là ne peuvent pas se voir. Et donc ça devenait un vrai enjeu politique, cette œuvre, c'est-à-dire de proposer à des zones, à des villes, de dire vous en mettez quelques-uns, on va travailler sur tel quartier, et on va montrer que les gens forment une communauté justement qui est en deçà des a priori qu'ils peuvent avoir. 2000 portraits sont attendus d'ici le 12 décembre. À partir de ceux-ci, différents visuels de 5 mètres sur 2 seront tirés sur bâche. Elles seront exposées au niveau des médiathèques et des écoles des photomatons dans le cadre du Printemps des poètes du 5 au 20 mars prochain. Viennent de nous rejoindre en plateau le groupe yvelinois Aurak, groupe de métal alternatif. Alors, Frédéric Gervais, à ma droite, bonsoir. Vous êtes le chanteur et le bassiste, un membre cofondateur du groupe Aurak, le groupe qui a 20 ans. Étienne Gonin, en face, à la guitare, qui est rentré dans le groupe depuis 2006. Bonsoir. Voilà. Et Antoine, guitariste également, qui a rejoint le groupe en 2013. Alors, à tous les trois, bonsoir. Normalement, vous êtes 5, donc on va quand même saluer Emmanuel Rousseau et Pierre Pesse, corrigez-moi si je me trompe. Peut. Tout à fait. Très bien. Qui est à la batterie et aux percussions. Alors, pour commencer, peut-être un mot sur votre rencontre artistique il y a 20 ans. Alors, la rencontre, c'est entre Pierre et moi, du coup. On était au collège ensemble et effectivement, on a vraiment commencé la musique avec ce groupe. C'était vraiment nos premiers pas dans la musique, avec d'autres personnes, effectivement, à l'époque. Et voilà, c'est un groupe qui a une trajectoire un peu atypique parce que ça s'est étalé sur la durée. On a eu des périodes plus pleines et d'autres périodes où on s'est un petit peu rentré, un petit peu rangé pour tester autre chose aussi entre nous. Mais voilà, c'est un groupe qui a, du coup, pas mal d'ancienneté, effectivement. Et Frédéric, du coup, c'est vous qui avez choisi le nom Oracle ? Alors c'est un peu flou en fait dans nos têtes parce que ça remonte à pas mal de temps. Et oui, je pense qu'on l'avait choisi, on était un petit peu intéressé par les choses un petit peu, la connotation un peu mystique. Je sais qu'on cherchait aussi un mot qui était compréhensible en français, puisque les textes du groupe sont en français depuis quasiment le début, et en même temps un mot qui soit aussi qui se prononce de la même manière en anglais. Donc voilà, je sais que c'était une des choses qu'on recherchait. Voilà. D'accord. Alors je propose tout de suite qu'on découvre votre musique. Étienne, je présentais le groupe Oracle comme un groupe de métal alternatif qui a pour fondement de brouiller un peu les frontières du métal. Est-ce qu'on peut dire ça ou est-ce que ça ne vous convient pas ? Actuellement, c'est pas trop du métal alternatif, c'est devenu du black metal progressif. Donc il y a eu pas mal de changements. Quand je suis arrivé dans le groupe, d'une musique extrême, vraiment du hard metal, c'est ça ? En fait, quand je suis arrivé dans le groupe en 2005, c'était du black metal sophistiqué. On appelait ça après. En fait, c'est un univers, mais comme beaucoup d'univers, où il y a tellement d'étiquettes. Mais là, Étienne dit black metal progressif, c'est ça que tu as dit ? Ouais. C'est l'étiquette qui a été donnée, on va dire, par la presse majoritairement. Ou métal extrême progressif. C'est ça, pour qu'on comprenne. C'est-à-dire que on vient du métal extrême, c'est un métal assez rapide avec des voix assez agressives. Et à partir du moment, souvent, où on intègre des voix claires, où dans le dernier album, il y a beaucoup de voix chantées, des vraies voix chantées, pas forcément hurlées. Il y a beaucoup de parties atmosphériques, des choses qui relèvent presque du rock, de la pop. On met souvent le qualificatif alternatif ou progressif parce que on sort de codes très définis comme on pouvait les avoir avant. Quand on faisait vraiment du black metal, c'est une étiquette très précise. On sort un peu de ces codes-là. Donc oui, ça peut être plein de choses. Et qu'est-ce qui explique cette évolution, alors justement musicale, de votre groupe ? Les goûts qui évoluent en fonction des années. Simplement. On s'ouvre à plusieurs styles, on écoute d'autres choses. Et justement, Antoine, est-ce que vos maîtres musicaux, ils ont également évolué au fil du temps ? Est-ce que vos références ont changé ? Alors oui, pour certaines, mais globalement pas tant que ça. Mais par contre, mes goûts musicaux, eux, ont évolué. Enfin, même si les groupes que j'écoutais n'ont pas évolué avec mes goûts, je les écoute toujours aujourd'hui et je me suis simplement ouvert à d'autres choses, notamment le jazz, ou plus le rock, la pop.
Alors vous présentiez en 2015, on peut presque dire présentiez vu qu'on est à la veille de 2016, votre 3e album, Éclat. Est-ce que c'est un album justement qui est fidèle à toutes ces nouvelles influences ou pas? Ouais, clairement. Clairement, c'est-à-dire qu'on en est qu'à notre 3e album malgré l'ancienneté du groupe. Comme je vous disais, on a eu des périodes un petit peu de pause, etc. Cet album, il a mis très très longtemps à être enfanté parce qu'on a dû commencer à le composer en 2010. Je crois, ou fin 2009, début 2010, et on l'a fini en gros fin 2014, donc 4 ans. Donc c'est forcément, il porte un peu cette marque d'un album qui se construit, les morceaux se construisent très lentement, etc. Donc il y a plein de choses qui sont venues se greffer dans cet album, effectivement plein d'influences qu'on condense sous quelque chose qui reste métal, mais effectivement, comme on disait, avec beaucoup d'apports extérieurs. Donc ça porte la marque de ça. Alors vous serez sur la scène de la batterie samedi soir à Guyancourt 20h30 et justement vous allez proposer vos nouveaux titres lors de ce concert. Surprise. Ah, la surprise. Non, on va plutôt orienter sur les nouveaux titres. D'accord. Alors avant de se séparer, je vous propose de découvrir le spectacle Knitting Peace qui met à l'honneur à l'art du cirque scandinave Circus Cirqueur du 2 au 6 décembre au Théâtre National de Saint-Quentin en Yvelines. Il s'agit de leur unique lieu de représentation en Île-de-France. Extrait. Messieurs, ce type de spectacle, ça vous donne envie? Art du cirque scandinave? Étienne? Pourquoi pas? Exactement. J'en ai pas vu grand-chose, mais de ce que j'entendais, en tout cas, la musique me plaisait beaucoup. Moi, je vois tout. Ouais, ça a l'air bien. parfait. Ça a l'air assez psychédélique. Messieurs, merci d'avoir été parmi nous en plateau aujourd'hui pour nous parler de votre groupe Oracle, votre dernier album et surtout votre date samedi soir à la batterie de Guyancourt à 20h30. Sans transition, notre rubrique cinéma de la semaine. Qu'avez-vous pensé des nouveautés cette semaine? Vos avis au micro de Camille Lambert et Jérémy Quesada. Ça n'a rien à voir avec le premier. Le premier était très très bien, mais celui-là c'est nul quoi. C'est pour retarder les gags. C'est nul quoi. Moi j'ai trouvé ça c'est un film nul quoi. Moi j'ai trouvé que c'était un petit peu assez féministe. Ça montre une église complètement odieuse. Et puis un milieu aussi odieux. Enfin bon. Ils sont condamnés, condamnés à mort, et c'est assez atroce, Je suis un peu déçu du film parce que je pensais que il allait y avoir beaucoup plus de profondeur encore dans ce film. C'est resté un petit peu au niveau verni, mais il y a une chose qui est fantastique, c'est les acteurs. Les acteurs, c'est des acteurs qui sont connus et méconnus à la fois, et ça me reste très fort pour moi. Voilà. L'histoire de l'avocat, elle est réelle, donc ça donne du corps au film et ça permet de resituer l'époque dans laquelle les faits se sont déroulés, c'est-à-dire la création du mur de Berlin. Donc c'est toujours intéressant d'avoir une rétrospective comme ça historique qui est un peu romancée mais qui est quand même excellente. Cette semaine, c'est Cyril Haddad de l'Espace Noir et des Clés sous bois qui nous donne son coup de cœur de professionnel. Cette semaine, notre coup de cœur est le film Le Fils de Saul, réalisé par Laszlo Nemes. Octobre 1944, Auschwitz-Birkenau. Saul Hanslander est membre du Sonderkommando, ce groupe de prisonniers juifs isolés du reste du camp et forcés d'assister les nazis dans leur plan d'extermination. Il travaille dans l'un des crématoriums quand il découvre le cadavre d'un garçon dans les traits duquel il reconnaît son fils. Alors que le Sonderkommando prépare une révolte, il décide d'accomplir l'impossible, sauver le corps de l'enfant des flammes et lui offrir une véritable sépulture. D'une puissance inouïe, le fils de Saul fait vivre de l'intérieur une tragédie qu'aucun cinéaste de fiction n'avait osé approcher d'aussi près. Le film trouve la juste manière de filmer l'innommable en faisant tout voir sans en rien montrer. La mise en scène de la Shoah mêle audace, réflexion et maîtrise.
Le film évite soigneusement tout voyeurisme et mérite de devenir une référence, voire un classique. C'est un véritable choc pour les spectateurs qui en ressortiront troublés et bouleversés. Grand Prix du Festival de Cannes 2015, Le Fils de Saul est à découvrir en version originale à l'espace Philippe Noiret. Et nous recevons à présent Geoffrey Bingy, dit Bingy, auteur, compositeur, interprète de rap originaire de Trappes. On écoute tout de suite un extrait de son dernier titre, Préface B. Allez, allez, fais péter mon son dans la vie seulement si ruose. Zut, on va bouger tout ça en y allant au kilo. Dis-moi, est-ce que tu ressens que l'heure est proche? On voit enfin l'horizon, tout nous rapproche. En guise de présentation du projet B, et ce n'est que la préface. Geoffrey Bingy, parlez-nous de votre dernier projet sorti, donc projet B, sorti en juin dernier. Oui, alors j'ai eu l'occasion de le faire, de présenter en fait à la fête de Trappes. On m'a proposé de faire la fête de Trappes, donc du coup j'ai sorti mon projet dans le même temps. Et alors c'est une influence R&B, rap. Donc oui, c'est base hip-hop on va dire, et c'est influencé par le R&B mais contemporain. Pas le R&B des années 1930, 1940 quoi. Est-ce qu'on peut parler d'un nouveau rap? Non, parce que ça se fait déjà le rap chanté en fait déjà aux États-Unis, mais oui, c'est quelque chose que j'affectionne donc oui. Donc c'est un EP de 4 titres, vous êtes en travail important sur ce projet. Vous allez bientôt sortir un prochain titre dans un mois, c'est ça, Smooth and Groove? Oui, c'est ça, exactement, c'est bien dit. Oui, ça va être le clip en fait. Donc comme je fais aussi un peu de hip-hop, de danse, donc je vais essayer de mêler tout ça en fait. Parfait. Alors vous serez sur la scène ouverte de la Meurise samedi soir à Trappes. Est-ce que vous allez nous proposer vos nouveaux titres? Oui, je vais tout proposer. J'ai 2 titres en fait à proposer, donc oui, ça va être les titres de ce projet que je vous offre. Merci beaucoup. Projet B. Alors pourquoi B justement? B, non, tout simplement parce que mon nom de famille c'est Bingy. J'ai gardé cette base-là et donc c'est juste pour illustrer en fait que c'est un projet autour de ma personne, voilà. Donc vraiment les thèmes centraux, c'est une réflexion sur votre personnalité, sur une réflexion intérieure. Oui, voilà, c'est ça. J'ai essayé de prendre un peu des éléments en fait de ma personnalité propre et j'ai essayé d'en faire des chansons qui sortent de mon cadre aussi parce que c'est pas des chansons introspectives. Mais c'est tiré un petit peu de ma personnalité. Ouais. Vous parliez d'une forme d'ésotérisme. Il y a un message particulier? Non, pas vraiment. Enfin, des émotions, on va dire, oui, mais un message particulier, pour l'instant, je ne considère pas. Alors, vous êtes musicien également. Vous faites un peu de trompette et de la guitare. Oui, en fait, la trompette, c'est venu de mon père, en fait, qui est trompettiste. Donc vers l'âge de 10-12 ans, j'ai commencé un petit peu à jouer de la trompette sur sa trompette. Et c'est plutôt vers l'âge de 16 ans que j'avais envie d'acheter une guitare. Donc je l'ai achetée et ensuite avec des potes, parce que je ne savais pas en jouer, des potes qui savaient en jouer, je leur ai demandé de m'apprendre un petit peu, on a commencé. Et moi j'ai chanté et puis ça leur a plu et voilà, c'est que ça a commencé comme ça. Geoffrey Bingy, merci d'avoir été en plateau avec nous et je précise qu'on pourra vous retrouver sur la scène ouverte à la Meurise de Trappes samedi soir. Avant de nous quitter, notre traditionnel agenda culturel. Une programmation spéciale Téléthon 2015 au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines à partir de vendredi soir avec un concert exceptionnel de San Severino samedi soir à 20h30. Samedi 5 décembre 20h30 à l'espace Philippe Noiret, retrouvez le spectacle de magie close-up Entre vous et moi d'Alexandra Duvivier, extrait. Cette petite passoire, ma grand-mère a joué avec cette petite passoire, ma maman a joué avec cette petite passoire et moi-même j'ai joué avec cette petite passoire. Que d'histoire pour les passoires. Je vous montre pourquoi. Parce que c'est le petit train des bouts qui fait tof tof. Vas-y, dis-moi un chiffre, 3. Vas-y, 1, 2, 3, c'est quoi? T'es moche. Et là, la fusion s'opère ici grâce à Haïku. Merci beaucoup, cher monsieur, c'est parfait.
faire. Son approche était de faire une chaîne de 4 et de défaire le 4e anneau, ce qui provoqua des tollés de protestation de Nebuchadnezzar qui lui-même avait trouvé le mouvement auprès de Maître Shogun, attaché lui-même aux disciples plutôt également. Et enfin, mardi 8 décembre, 20h30, je vous invite à la salle Jacques Brel de Montigny-le-Bretonneux pour retrouver Norbert dans Chaud Patate. L'ancien candidat de Top Chef nous prépare un menu aidé de 2 commis hors du commun. Fin du kiosque pour cette semaine, émission à voir et à revoir sur notre site internet. Je vous quitte sur un extrait justement de Chaud Patate de Norbert. Très bonne soirée à tous. M6 Événements propose Norbert One Man Show Patate. J'ai passé toute la journée avec mon micro-ondes. Je te jure bébé, j'ai la patate chaude. Est-ce que vous êtes prêts? Grande gueule d'amour, Norbert aime les gens, la cuisine et nous en fait un One Man Show Patate. Mesdames, messieurs, bienvenue dans ma cuisine. Un spectacle astucieux et interactif mitonné par Arnaud Gidouin. Papa, maman, les gars, désolé. Je vais pas vous faire les œufs brouillés. Actuellement au théâtre La Nouvelle Ève, en partenariat avec Sister et RMC.